Merci d'être avec nous. Merci François-Xavier Bellamy. Merci à vous. Nous suivons ensemble une actualité inédite à tout point de vue, une crise majeure qui divise les camps politiques à gauche, comme dans le camp présidentiel. Tout s'accélère en ordre très dispersé. On en sait aussi davantage ce soir avec cette réunion qui s'est tenue à l'Élysée qui donnait le ton sur le gouvernement des prochaines semaines. Je cite, le président a évoqué l'idée d'un gouvernement de gestion des affaires courantes à partir de mardi. Cela voudrait dire que dès mardi qui vient, le gouvernement serait réduit aux affaires courantes. Pendant combien de temps serait-ce jusqu'à l'automne? Est-ce que pour vous, c'est tenable? Évidemment, le président de la République est responsable des choix qu'il fait. Il en a la responsabilité institutionnelle. Le fait est qu'aujourd'hui, aucune solution n'apparaît pour faire en sorte que, et c'est le plus important, que la France puisse obtenir les réponses aux problèmes existentiels qu'elle traverse aujourd'hui. Parce que pendant que tout le monde parle de postes, de places, de partis, de coalitions, en réalité, pendant ce temps-là, nous avons devant nous le défi migratoire, le défi sécuritaire, le défi de nos finances publiques, qui sont aujourd'hui à la veille peut-être d'une crise absolument majeure, le défi de notre relance économique. Et toute l'activité économique du pays est aujourd'hui menacée par cette incertitude politique. Donc oui, il faut sortir bien sûr de cette situation, il faut reparler des vrais sujets. Et nous, avec notre famille politique, nous disons que ce qui compte pour nous, ça n'est pas ces négociations d'appareil, mais c'est de mettre sur la table des propositions de textes que nous sommes prêts à faire avancer dans les semaines qui viendront. On va en reparler. Nos amis italiens ont cette expression délicieuse, mais pas très gaulienne, de gouvernement balnéaire. Le temps d'un été pour le temps de résoudre une crise, le temps de passer les tractations. Est-ce que c'est faisable en France? C'est-à-dire d'enjamber les Jeux Olympiques, d'aller jusqu'à l'automne et d'avoir comme ça un gouvernement, disons, de gestion courante? Je vois avec quel étonnement nos amis européens, puisque je suis toute la semaine à Bruxelles, à Strasbourg, pour faire entendre la voix des Français depuis l'élection européenne, comme je m'y étais engagé. Et nos amis européens regardent avec beaucoup de stupéfaction et d'inquiétude ce qui se passe en France aujourd'hui. Il est vrai que d'autres pays autour de nous ont une habitude plus grande des coalitions. Mais aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes dans l'équation parlementaire dont nous héritons, c'est qu'aucune ligne politique n'a vraiment emporté l'adhésion d'une majorité de Français. Et c'est cela qui fait la fragilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui veut dire pour moi, évidemment, dans l'immédiat, qu'il va falloir trouver une solution pour que la France ne perde pas 3 ans, parce que nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'attendre. Mais il faut surtout, et c'est le plus important, que sur le long terme, nous soyons capables de reconstruire enfin une proposition politique qui suscite une espérance. Parce que dans cette élection législative, si on prend un peu de recul, une immense majorité de Français a d'abord voté contre. Voter pour faire barrage à quelque camp que ce soit. Mais c'est pas comme ça qu'on va reconstruire. Mais M. Bellamy, si on vous prend au mot, est-ce que la conséquence de tout ce que vous dites ne devrait pas être que, dès que possible, vous essayez, vous aussi, de faire partie d'un gouvernement, c'est-à-dire de faire partie de la solution avec qui, au centre droit, mais en tout cas, de ne pas rester dans une opposition à toute forme de coalition? Dès que possible, non. Nous regardons avec humilité le résultat de cette élection. Je le disais à l'instant, aucune formation politique n'a emporté l'adhésion des Français, et la nôtre, pas plus que d'autres. C'est pas ce constat qui va amener une solution. Non, mais notre devoir à nous, c'est de nous reconstruire pour demain, autour d'une ligne claire, réunir une majorité de Français. Et ce que je vois, c'est que le Rassemblement national n'est pas une force d'alternance, que la gauche, évidemment, suscite aujourd'hui le rejet de 75% des Français, qui l'ont montré dans les urnes comme dans les sondages récemment. Donc voilà, notre devoir, il est là. Maintenant, la clé, c'est de ne pas bloquer le pays. Donc nous ne sommes pas dans l'opposition à tout prix pour le principe de s'opposer. Notre but, encore une fois, ça n'est pas de négocier aujourd'hui des postes, des places, des positions. Mais ça n'est pas seulement ça, monsieur le député. Ça fait 12 ans, n'est-ce pas, que vous êtes hors du pouvoir. Vous, le LR, vous étiez le grand parti historique de gouvernement, indépendant des carrières personnelles. Est-ce qu'il n'y a pas une envie noble de gouvernement de participer au gouvernement du pays plutôt que de rester 3 ans de plus dans une opposition? Mais bien sûr, je ne doute pas qu'un jour, nous gagnerons. Oui, un jour. En attendant 2027. Mais pour le pays. Et notre devoir, c'est d'abord de reconstruire une proposition politique claire pour redonner un espoir aux Français. Et aujourd'hui, pour le moment, dans cette situation de blocage, ce que nous disons, c'est que nous sommes prêts à contribuer à la stabilité de nos institutions et surtout à une action efficace pour la France en déposant des propositions de texte sur la table. Est-ce que je peux vous poser une question un peu cynique? Pourquoi n'existe-t-il pas davantage ce calcul qui a existé pendant des décennies? Être ministre, 1 an, 2 ans, et puis trouver même un prétexte pour démissionner, pour faire une campagne présidentielle. Tout le monde y pense évidemment, mais en attendant quand même participer aux affaires. Et Darius Rosgelin, est-ce que vous ne croyez pas que c'est
précisément cet enchaînement de calculs cyniques qui a fini par écœurer les Français. C'est prendre ses responsabilités de la aussi. vie politique. C'est prendre des responsabilités. Être ministre à n'importe quel prix. Arriver au pouvoir, quelles que soient les compromissions qu'il faut accepter pour cela. Moi, c'est pas l'idée que je me fais de la politique. Je veux pas dire qu'il ne faille pas vouloir gagner. Nous voulons gagner. Et je le redis, pour moi, le grand enseignement de l'élection de dimanche, c'est que aujourd'hui, aucune force politique ne permet l'alternance. Et pourtant, monsieur le député, les choses se dessinent et se redessinent. Regardons ce qui se passe avec Gérald Darmanin, qui vient quand même de votre camp, historiquement, qui est en train de reprendre sa liberté. Et c'est presque un euphémisme de le dire. Ce message qu'il a envoyé aux députés, alors l'unité de notre groupe est très importante, mais elle ne se décrète pas, elle se construit chaque jour. Et là, il prend son aise. Les élections au sein du groupe ne règlent pas les problèmes majeurs qui sont les nôtres. Notre projet pour les Français, l'examen critique de notre action. Et il va un peu plus loin en disant qu'il espère que la vie de groupe sera collective, que chaque sensibilité sera respectée dans son expression. On comprend bien qu'il est en train de prendre du large. Est-ce qu'un jour, vous pouvez vous retrouver ? Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les Français, l'exégèse des états d'âme à l'intérieur du camp présidentiel, où chacun, en effet, place ses pions pour l'après, en essayant de survivre au naufrage, parce que c'est ça que ça veut dire, devoir faire l'examen critique de notre action. Moi, ça fait 7 ans, avec notre famille politique, que nous alertons les Français sur le danger auquel le « en même temps » expose le pays tout entier. Mais justement, même si on vous prend au mot, ils sont en train de sortir du « en même temps ». Rachida Dati dans Le Parisien, ça date d'il y a quelques dizaines de minutes, je crois que c'est rendu public, elle vous lance une proposition, une offre en quelque sorte. Elle appelle à ce que vous souteniez, vous la droite républicaine, une coalition. Qu'est-ce que vous répondez à Rachida Dati ? Elle était dans votre camp, pas il y a 5 ans ou 10 ans, il y a quelques mois. Mais cette coalition, c'est le « en même temps » qui continue. Parce que de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Il y a 7 ans, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en promettant la fin des clivages. Il a dit « il n'y a plus de droite et de gauche, je serai en même temps les deux. Et ceux qui ne me suivront pas seront nécessairement des extrémistes. » La vérité, c'est que ce projet-là, cette promesse, est dangereuse pour la démocratie. Et je l'ai dit depuis 7 ans. Je le dis comme professeur de philosophie. La vie démocratique, c'est du clivage. C'est du pluralisme. Parce que le pluralisme est la condition de la liberté. Et que la conversation civique, elle s'organise forcément autour de grands pôles qu'on appelle généralement la droite et la gauche, qui sont des sensibilités, des tempéraments. Je vais au bout de mon raisonnement. Quand on promet le « en même temps », à la fin, on détruit la possibilité de l'alternance. On détruit l'alternative. Et c'est exactement ce qui se produit dans notre pays. Et c'est la clé du malaise démocratique. Et moi, je crois qu'au moment où nous vivons la réalité de l'échec du « en même temps », on n'a pas le droit de le prolonger. Il faut retrouver de la clarté. Et le rôle de notre famille politique, ça va être de se reconstruire autour d'une ligne claire pour pouvoir justement incarner une alternance possible, espérance possible. En attendant, quels seraient les dossiers, là on parle de fond effectivement, sur lesquels, en faisant des compromis, la majorité présidentielle, ou ce qu'il en reste, pourrait trouver un accord avec vous ? Nous avons dit que nous sommes prêts à déposer, dès maintenant, sur le bureau de l'Assemblée nationale, des textes sur les sujets les plus urgents pour le pays, sur l'immigration. Ces textes que nous avons déjà proposés et que le président de la République a fait censurer par le Conseil constitutionnel d'un trait de plume. Mais là, tout a changé. Le problème, il est intact et maintenant, il faut avancer. Sur la sécurité, réforme de la justice, fin de l'excuse de minorité, sur la question du pouvoir d'achat des Français. Parce qu'il y a aujourd'hui une France qui travaille et qui travaille dur, qui a travaillé toute sa vie et qui ne s'en sort pas, qui n'arrive pas à joindre les deux. Est-ce que ces textes, tout ce que vous venez de dire, est-ce que ça peut être la base d'un accord de gouvernement, comme ça existe dans des coalitions en Europe ? Nous ne souhaitons pas rentrer dans un gouvernement, nous gardons notre indépendance, mais nous sommes prêts à faire avancer la France. Nous ne demandons rien pour nous-mêmes, rien pour un parti, tout pour le pays. Nous sommes prêts à faire en sorte que la France avance sur ces questions. Ça veut dire, y compris permettre, ne pas se jeter sur la motion de censure, ça veut dire laisser gouverner un gouvernement s'il va un peu dans ce sens ? Exactement, s'il respecte quelques lignes rouges essentielles, notamment sur le budget, pas de dérapage de la dette, parce que la situation est d'une gravité existentielle pour le pays, pas d'aggravation des impôts, qui sont déjà une asphyxie pour notre économie aujourd'hui. En ce sens-là, Monsieur le maire vous donne au signal. Monsieur le maire vous donne au signal, puisqu'il a parlé de 5 milliards supplémentaires à trouver, à économiser, là, ces dernières heures, en plus des 20 milliards. Donc il va dans votre sens. On regardera de près, parce que monsieur le maire, c'est 1000 milliards d'euros de dette depuis qu'il est arrivé à Bercy, supplémentaires par rapport à celles que la France connaissait déjà. On n'est pas, encore une fois, aujourd'hui en train de vouloir créer une coalition, de faire une forme de contrat avec ce gouvernement qui a mis le pays dans le mur, mais simplement, vous le disiez à l'instant, de laisser travailler un gouvernement qui serait prêt à avancer sur ces sujets essentiels. Est-ce que qu'on comprenne bien, la clé pour faire avancer le pays, je crois qu'elle fera œuvre utile.
Est-ce que c'est une sorte de contrat au moins de non-opposition, certains diraient de non-agression ? Je le redis, on est prêt à faire en sorte de garantir la stabilité institutionnelle et l'efficacité de l'action parlementaire. Vous savez, je crois que s'il y a une chose peut-être positive qui sort de cette dissolution, c'est que maintenant la réalité de la vie du pays va se décider bien plus au Parlement. Et au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, où nous avons, grâce au courage exemplaire des députés, des candidats de notre famille politique qui se sont engagés dans cette élection législative sous leur couleur, sans baisser pavillon, sans se rallier, sans se renier, mais aussi au Sénat, où nous avons une majorité. Nous avons une responsabilité extrêmement importante pour pouvoir faire que la France avance. Et nous serons à la hauteur de notre responsabilité, sans chercher encore une fois des postes ou des places, mais pour faire en sorte que la France puisse avancer. On entendra dans quelques instants dans cette émission Bernard Cazeneuve. Il parle pour la première fois depuis un certain temps en disant « Moi, je suis prêt, je suis toujours prêt, dit-il, si une majorité pouvait se créer. » Lui, il parle de programme de gouvernement, effectivement, de programme de compromis, au fond, centre-gauche. Est-ce que ça fait partie du type de gouvernement, comme vous dites, que vous pourriez, sans le soutenir, au moins ne pas le faire tomber ? Moi, ma très grande désolation dans la campagne législative qu'on a connue, c'est que le Parti socialiste a renouvelé son alliance indécente avec la France insoumise, avec l'extrême gauche, avec les Verts. Et au fond, derrière ce nouveau Front populaire, ils ont fait campagne autour d'un programme qui est d'une démagogie absolue et bien sûr qui acceptait une forme de reniement indécent au regard des principes fondamentaux qui font la République. Ils ont gagné ensemble, pas sûr qu'ils gouvernent ensemble de la même façon. Oui, mais ça n'est pas rien d'avoir gagné ensemble et d'avoir gagné sur cette alliance à laquelle ils avaient dit pourtant vouloir renoncer dans la campagne européenne que portait Raphaël Glucksmann. Donc maintenant, j'attends de voir. Mais nous, ce que nous disons avec, pour le coup, la plus grande clarté, contrairement au Rassemblement national qui est très ambigu sur ce point, c'est que nous ne tolérerons pas un gouvernement de ce nouveau Front populaire. Parce que, pardon de le dire... Là, ce sera la censure, à tous les coups. Bien sûr, parce que ce serait d'abord un vol de la démocratie. La vérité, c'est que le nouveau Front populaire n'a pas gagné une majorité. Ceux qui disent « vous ne vous mouillez pas », en réalité, tout ce que vous venez de vous dire, alors la version RN, écoutez Jean-Philippe Tanguy, il a toujours le sens, disons, de l'offensive, il vous traite de gros lâches. Vous, pas personnellement, mais collectivement. Manière, évidemment, voilà, décente et il élégante. vous traite collectivement, vous les LR. Écoutez-le, vous lui répondrez. La vraie question, c'est pourquoi ils ne sont pas venus. Donc, alors justement, c'est très intéressant. Moi, j'essaie de comprendre. Alors, je crois que c'est parce que ce sont des gros lâches. Non, mais alors, excusez-moi. Mais oui, mais il y a un moment, il faut nommer les choses. Quand vous êtes responsable politique, des gros lâches, quand vous êtes des responsables politiques, dans une situation d'urgence migratoire, d'urgence économique, d'urgence budgétaire, et que vous n'êtes pas capable de choisir entre Jordan Bardella, qui propose un programme avec lequel vous avez 80% d'accord, et les communistes et Madame Rousseau, oui, je considère que ces gens sont des lâches. Voilà, gros lâches. Oh, écoutez, d'abord, je ne commande même pas la vulgarité de l'expression, mais sur le fond, ce que dit M. Tanguy, d'abord, est absurde. Je le redis, les candidats qui se sont engagés dans cette élection législative, sous la bannière des Républicains, en défendant une droite indépendante, ils ont eu un courage qui force l'admiration. Parce que, pardon, mais aller s'allier au Rassemblement national, ça aurait été le choix de la facilité. Quand vous regardiez les sondages, c'était pas très compliqué de voir de quel côté souffle le vent. Et pourtant, pardon, est-ce qu'à chaque fois vous avez évité, avant de franchir le Rubicon, la phrase, les deux mots de vous qui ont été tellement commentés quand on vous demandait, n'est-ce pas, s'il faut choisir entre LFI et le RN, ce que vous choisiriez, vous avez dit, bien sûr, c'est bien ça, hein, bien sûr je voterai RN. Mais parce que vous avez vu, je le redis, dans quelle dérive aujourd'hui se trouve la France insoumise. Mais moi, je défends d'abord le fait que la droite doit se reconstruire. Et ce qu'a montré l'élection de dimanche, c'est que le Rassemblement national est incapable de réunir une majorité. Et pourquoi ? Pour une raison assez simple, que M. Tanguy fait semblant d'ignorer dans ce qu'il dit. C'est qu'en réalité, le Rassemblement national refuse de construire une alternative sérieuse pour le pays. Et quand il dit que sur la question budgétaire, sur la question économique, il y aurait une solution aux problèmes existentiels du pays dans le programme du Rassemblement national, moi je prétends le contraire. J'ai entendu M. Tanguy pendant la campagne des Européennes, dans un débat pour lequel il représentait M. Bardella, qui s'est souvent fait porter pâle. M. Tanguy nous expliquer qu'on allait résoudre la crise budgétaire du pays en imprimant des billets, en faisant de la création monétaire massive. Ça ressemblait, ressemblait toutes vos objections aux uns et aux autres. Pardon, mais à la fin, est-ce que vous allez rester comme l'âne de Buridan, c'est-à-dire vous ne voulez aller ni d'un côté ni de l'autre, et pendant ce temps vous êtes peu de choses. C'est quoi votre résultat là ? À quoi vous êtes réduit aujourd'hui
Vous voulez faire alliance ni avec les uns, ni avec les autres. Mais, pendant 3 ans Monsieur encore. Rochebin, notre résultat, c'est celui qui permet à la France, aujourd'hui au Parlement européen, d'être représentée au sein de la première force politique on parle en ici Europe. du Parlement français. Oui, vous parliez de notre résultat, de l'Assemblée. et je le prenais pour la campagne. J'élargissais. Notre résultat, c'est celui qui fait que nous avons la majorité sénatoriale et que le groupe que nous avons aujourd'hui, grâce au courage de ces députés à l'Assemblée nationale, a la clé pour faire avancer le pays dans les années qui viendront. Et je parlais d'Europe, ça n'est pas du tout anecdotique parce que, en réalité, si les Français pourraient avoir le sentiment que la droite disparaît ici, c'est le contraire partout en Europe. Dans tous les pays voisins de la France, aujourd'hui, la formation politique, la force politique qui réunit des majorités, c'est la droite de gouvernement. Justement, ailleurs et pas Bien ici. sûr. Mais ce trajet-là, c'est pas très flatteur pour vous, en l'occurrence. Mais ça dit évidemment le travail que nous avons à faire. Mais ce travail, nous allons le mener. Et ma conviction profonde, c'est que c'est ce travail-là qui permettra de relever le pays demain. Monsieur le député, merci beaucoup.